Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. Je vous propose de commencer par les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Andreas Lubitz n'aurait jamais dû faire partie de l'équipage de l'A320 ce 24 mars. Il était en arrêt maladie, sa compagnie l'ignorait. Les antécédents psychiatriques du copilote soulèvent désormais beaucoup de questions. Dans l'actualité aussi, le second tour des élections départementales ce dimanche. Nicolas Sarkozy est ce soir l'invité du 19-20 après Manuel Valls et Marine Le Pen. Ces titres seront développés dans l'édition nationale. Elle est présentée ce soir par Catherine Matoche. Mais avant cela, place à l'actualité de votre région. Au sommaire de ce Corsicaser à la 21e édition du SIDAction, avec un numéro de téléphone unique pour les dons, le 110. Cette collecte de fonds pour la recherche et la prévention contre le sida se déroule ce week-end. En Corse, de multiples animations sont prévues pour susciter votre générosité. Depuis l'apparition du virus dans les années 80, près de 300 personnes ont été contaminées dans l'île. Le sort de Nicolas Battini, ce militant de la Juventus indépendantiste, a été détenu depuis fin 2013 à Bois d'Arcy, près de Paris. Pour lui permettre de poursuivre son cursus universitaire, ses avocats ont demandé son transfert dans un autre établissement. Mais cette demande a été rejetée par l'administration. Nous avons rencontré sa famille aujourd'hui lors d'un parloir. Enfin, à 2 jours du deuxième tour des élections départementales, nous reviendrons ce soir sur l'histoire des 2 départements de l'île. La loi du 15 mai 1975 a donné naissance à la Haute-Corse et à la Corse du Sud. Ces 2 institutions vont désormais fusionner dans la collectivité unique à l'horizon 2018. Le coup d'envoi du 21e SIDAction a donc été donné aujourd'hui. Créé en 1994 pour collecter des fonds et sensibiliser le public sur ce terrible virus du sida, la manifestation donne lieu à de nombreuses animations jusqu'à dimanche partout en France. Sophie Béchir et Olivier Lopez. L'an dernier, près de 700 personnes ont franchi les portes de ce centre de dépistage, un centre anonyme et gratuit pour leur permettre de savoir où elles en sont avec le virus, après un comportement à risque ou simplement en prévention. Le profil de patient est à peu près constant. C'est des jeunes patients qui ont conscience du risque et qui, la plupart du temps, viennent avant de se mettre dans des situations durables en couple. Ça peut être aussi d'autres personnes qui se sont mis en situation de risque. C'est vrai, il y a tous les âges qui peuvent être rencontrés, mais de façon beaucoup moins fréquente. Sur les 700 dépistages réalisés ici en 2014, aucun ne s'est révélé positif. Mais le danger reste bien réel car la plupart des séropositifs ignorent qu'ils le sont. Sur toute la France par exemple, sur les 15 000 personnes infectées, 30 000 ne le savent pas et les comportements à risque persistent en Corse comme ailleurs. La Corse, elle quadruple en été. C'est un lieu de passage et de brassage, ce qui fait qu'on a beaucoup de gens l'été. Les gens s'éclatent, s'amusent, sortent beaucoup plus et les gens ne sont pas toujours attentifs à la prévention. Prévenir, comme ici à Ajaccio où plusieurs associations se sont mobilisées pour le SIDAction. Tout le week-end, elles informeront les populations sur les risques liés au virus. L'occasion aussi de récolter des dons pour la recherche et l'aide aux malades. Parlons à présent de la situation de Nicolas Battini. Depuis fin 2013, ce militant de la Juventus indépendantiste a été détenu à Bois d'Arcy en attente de jugement. Pour qu'il poursuive ses études à distance, ses avocats ont demandé son transfert dans un autre établissement. Depuis 20 jours, il est à l'isolement. Pierre-Nicolas et Christian Giuliani ont suivi aujourd'hui sa famille à Bois d'Arcy pour un parloir. Comme chaque mois depuis 2 ans, Nicole et Antoine Battini sont descendus de Bustanico dans le Bozio pour prendre l'avion, direction les Yvelines. Leur fils Nicolas, étudiant à Corté, membre de la Juventus indépendantiste, est incarcéré en attente de jugement pour 2 affaires qu'il conteste à Bois d'Arcy. Ses parents sont inquiets. On pense beaucoup à sa santé. Alors bien sûr, lui, quand on le voit, il nous dit toujours que ça va, mais nous, on se demande par moment si ça va vraiment bien. On serait plus près, au lieu de venir une fois par mois, on le verrait peut-être une fois par semaine. Ou une fois tous les 15 jours. Mais là, une fois par mois. Et puis une fois par mois, c'est 1 heure. Il a passé ses partiels dans sa cellule. Et bon, il voudrait aussi bénéficier d'un frigidaire, d'une plaque chauffante. Il n'y a pas non plus de laverie. Donc son linge, il le lave dans son lavabo à l'eau froide. Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude non plus dans les cellules, ici. Dans d'autres maisons d'arrêt, oui. Le président de l'Université de Corse a signé une motion pour soutenir l'étudiant qui poursuit par correspondance une double licence d'histoire et de culture corse. Corsica Libera, la Socio Solidarita et son avocate s'insurgent que le détenu ait dû provoquer son isolement pour protester. Nous considérons qu'il est aujourd'hui au XXIe siècle
inacceptable qu'un garçon soit obligé de s'infliger le mitard, c'est-à-dire la prison dans la prison, pour pouvoir poursuivre ses études. Il faut que vous sachiez que le mitard, c'est un endroit où on est à l'isolement complet, dans une pièce de 8 mètres carrés sans fenêtre, sans télévision, sans radio. Nous attendons du juge d'instruction, peut-être même du garde des Sceaux, tout simplement une mesure humanitaire. À la sortie du parloir, les parents ont un peu retrouvé le sourire. Le directeur a dit qu'il était favorable, lui, au transfert, il appuie. En plus, bon, il se conduit très bien, il est correct. Ils ont appris à leur fils qu'il a validé ses partiels d'histoire du premier semestre. Ils reviendront dans un mois en espérant que ce ne sera plus à Bois d'Arcy. En politique à présent, le deuxième tour des élections départementales a lieu ce dimanche. Seuls certains électeurs sont appelés à voter car 19 des 26 cantons insulaires ont été pourvus dès le premier tour. Au programme dans les 7 cantons restants, 6 duels et une triangulaire. Revue de détail avec Pierre-Simon Poli. C'est sans doute le duel le plus tendu de ce second tour des élections départementales. Un combat fratricide à gauche entre Jackie Padovagne et François Hollande et leurs binômes respectifs. Au premier tour, Jackie Padovagne et Daniel Vincent devançaient leurs adversaires de seulement 70 voix. Autre duel tendu, celui du Fumur-Boucastello. Il oppose le binôme Pierre-Simeon de Beuchberg et Marinette Philippe, soutenu par la majorité départementale à François Thibéry et Angèle Manfredi, candidats sans étiquette. Seul triangulaire de ce second tour, le canton du Gaulle-Morosalia. Au premier tour, les divers gauches Catherine Cognetti Tourchigny et Jean-Marie Vecchione étaient arrivés devant Jacques Coste et Suzanne Giustiniani. Avec près de 23%, le binôme Castellani-Boutafo-Comartelli, qui dément tout accord passé avec d'autres candidats, sera bien présent au second tour. À Bastia, 3 cantons n'ont pas encore élu leurs représentants. À Bastia 3, Joseph Gandolfi et Marie-Claire Poggi, soutenus par la majorité municipale, sont opposés à Anne-Marie Piagentini et Joseph Martelli pour la majorité départementale. À Bastia 4, les divers gauches Michel Simon-Pietri et Coralie Pronet d'Allegre sont candidats contre Elisabeth Fratacci et Pierre Pierre pour la majorité municipale. Enfin, dans le premier canton, Vanina Lebaumin et Michel Rossi ont comme adversaires les divers gauches Jean Geronimi et Laura Albertini. Au premier tour, le duo Rossi-Lebaumin n'a pas pu être élu à cause d'une faible participation. Même problématique à Ajaccio, dans le seul canton encore en lice. Les UMP Nathalie Ruggeri et Charlie Voyimacci se présenteront face au binôme Front National de Michel Legge et Marie-Xavier Philippi. Pour finir, il n'y aura aucun suspense dans le canton Bigoulianais, puisque les libéraux Claudia Olmeda et Muriel Beltran seront les seuls candidats après le désistement de Claude Flore et Marie-Hélène Nannini. Et de ces départements, il en sera question avec notre dossier ce soir. Nous reviendrons sur l'origine de la bidépartementalisation de la Corse. Restez avec nous, ce sera dans un instant. Avant cela, direction Ajaccio, les palissades au Square Camping qui s'est terminée. Leur disparition fait suite à l'abandon par la municipalité du projet de parking souterrain lancé en septembre 2013 par l'équipe précédente. D'ici la fin mai, toute trace du chantier aura disparu, boulevard du Roi-Jérôme. Pour 2 ans, la place accueillera un parking en attendant un aménagement global. Marie-France Giuliani, Sarah Moser. Le retrait des palissades a débuté hier matin. Une douzaine d'employés s'affairent pour réaménager le boulevard Roi-Jérôme. 88 places de stationnement prévues pour mi-avril. Une première opération qui laisse présager d'une saison plus agréable pour la trentaine de commerçants riverains. C'est un grand soulagement déjà qu'il n'y ait plus de palissades parce que bon, on est quand même contraint une baisse d'activité très très importante. C'est quand même une nécessité pour nous d'avoir ce parking qui sera une grande libération économique. Au centre, le parking tant espéré ne sera ouvert aux automobilistes que fin mai, une fois l'enrobé fini. Ces pieux en cours de démolition avaient été posés il y a 1 an. L'ancien projet de 600 places souterraines est abandonné. Pour autant, les négociations pour résilier le contrat avec Q-Park ne sont pas finies. Là, vous voyez, il faut protéger effectivement les quais et les laisser aujourd'hui, on aura la capacité de les voir. Et en même temps, prévoir à peu près 170 places de parking, plus une 50aine de places de parking moto. L'ensemble des travaux, c'est-à-dire boulevard Roi-Jérôme, enrobé, plus parking, environ 1 200 000 €. Et ensuite, non, le parking ne sera pas gratuit, bien évidemment, il sera payant. Des recettes qui, selon la municipalité, financeront ces travaux et permettront même d'être excédentaires. Cette place camping sera à nouveau en chantier pour un aménagement dit méditerranéen dans 2 ou 3 ans, d'ici que soit réalisé près du port un hypothétique parking.
Une journée d'information sur le crowdfunding était organisée ce vendredi à Ajaccio par la Chambre de commerce et l'incubateur régional d'entreprises. Il s'agissait de présenter ce mode de financement participatif aux porteurs de projets, tout domaine d'activité confondu. Écoutez les précisions du fondateur d'une de ces plateformes de crowdfunding. On amène les fonds propres. Donc après, avec ces fonds propres, l'entreprise va se développer, faire les investissements, recruter. Et on est très sensible à la création d'emplois. Parce que les investisseurs internautes aussi aiment vérifier que la richesse va être partagée. Donc, et la richesse, c'est aussi la création d'emplois. Vous avez déjà des projets sur la Corse ? Oui, donc un projet assez avancé, puisqu'il devrait être mis dans la phase de vote sur la plateforme de WeSeed dans les 15 jours qui viennent. Et puis cet après-midi, j'ai des rencontres, une dizaine de rencontres, et j'espère au moins pouvoir détecter 2 projets qui pourraient être présentés sur la plateforme de WeSeed. Tony le truand de Mafiosa en prison, ou presque. L'humoriste Eric Fraticelli, plus connu sous le nom de Pido, était hier à la maison d'arrêt d'Ajaccio pour échanger avec les détenus. Caroline Ferrer, Sylvie Wolinski. J'avais repéré la voiture, mais Pido n'y était plus. J'ai pris un papier, j'ai dit appelle-moi Philippe, j'ai dit il le fera jamais. Et puis finalement, on s'est trouvé. Il l'a fait, on s'est trouvé. Mais je ne savais pas pourquoi. Hein. Il savait pas. Si, la Ginotin, il a touché la voiture, il m'a laissé le numéro. Mais ça arrive rarement. Hein. Eric Fraticelli, alias Pido, a de suite accepté l'invitation. Une rencontre en toute simplicité avec les détenus de la maison d'arrêt d'Ajaccio. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on va aller on va le parloir, on va aller voir notre famille, on va leur raconter que Pido est venu. Voilà, même eux, je ne pense pas qu'ils vont y croire. Mais bon, nous, ça nous fait très plaisir qu'ils soient là. Et puis voilà, après, c'est bien un petit peu de proximité pour pouvoir chacun discuter. Et là, vous êtes tous condamnés ou il y en a en provisoire ou en préventif? Des fois, les gens ils pensent que parce qu'ils ne sont pas voyous ou autres, ils sont à l'abri de la prison. Mais personne n'est à l'abri de la prison. On ne sait jamais dans la vie. Des échanges sur les conditions de détention, ponctués parfois de quelques anecdotes plus légères. Exemple lors d'un tournage de Mafiosa en prison, justement, à Borgo. Je prends le gros fromage, en cachette, bien sûr. Et j'essaie de le passer entre les barreaux, je force et tout. Je dis voilà, comme ça tu partages avec les autres et tout. Ouais, voilà. Et on continue à marcher avec mon ami. Et là arrive le type qui est chargé de mettre toute la déco pour la scène. Il dit oh, il est où le fromage? Et moi j'ai fait, je sais pas. Mais en fait j'avais pas vu, j'en avais plein là. J'en avais plein parce que j'avais forcé pour le faire rentrer. Il m'a dit comment tu sais pas? Et ça c'est quoi? Une parenthèse en toute décontraction avec les détenus et les bénévoles. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait dans la vie. C'est des êtres humains. Je suis juste là pour communiquer avec eux. Après, je ne suis pas là pour les juger. Ce n'est pas le but de la visite. Je suis juste venu leur dire, voilà, j'ai une demi-journée, parlons, voilà, parlons. Ça signifie qu'il a quand même un cœur envers des gens qui sont enfermés. Je pense à eux, ça fait plaisir. Pido avait déjà rendu visite à des détenus à Fresnes et au Baumette. Il avait même donné un spectacle à Borgo. C'était juste pour vous rencontrer, tout simplement. J'ai rien de spécial, hein, à part un micro. Oui, j'ai un micro, les gars. Un mot de football à présent en national. Le CA Bastia joue ce soir à domicile contre le Red Star, leader du championnat. Coup d'envoi à 20h et compte rendu dans nos prochaines éditions. Le festival BD à Bastia, c'est en ce moment au centre culturel Unaolt. Une trentaine d'auteurs y participent pour presque autant d'expositions inédites. La principale a été scénographiée par l'atelier Lucilhomme. Il s'agit d'un travail sur la douloureuse situation des réfugiés qui attendent de gagner l'Europe. André Casabianca, Daniel Bansard. Une mer tourmentée chargée d'espoir dans un décor parcours des migrants aux frontières de la Méditerranée. C'est la scénographie proposée par les rencontres de la BD. Le spectateur est plongé dans un univers effroyable, illustré par des dessins montrant des populations contraintes à l'exil. Quand je pars, j'aime bien avoir des préjugés qui se fracassent contre la réalité. Il se trouve que dans les régions que je fréquente depuis une vingtaine d'années, il y a effectivement beaucoup de déplacés, de réfugiés. Et donc forcément, j'en croise énormément. Et donc je raconte leur histoire. Ce cheminement se poursuit à travers des récits et des images sous forme de témoignages marqués par la détresse des candidats à l'émigration, comme le personnage Alpha. On est avec lui, on fait ce voyage d'1 an et demi en voiture, en bus, à pied. On le voit dans les camps de réfugiés, on le voit traverser les frontières et finalement se retrouver dans une pirogue pour peut-être arriver en Europe. Entrez, je vais vous expliquer. Changement de décor avec la description d'un centre de premier accueil en Grèce où les réfugiés restent au maximum 25 jours.
Nous sommes dans cette enclave grecque où évidemment les locaux qui ont été aménagés ont été des locaux de fortune et c'est pourquoi l'exposition continue dans cet endroit. Cette exposition scénographiée démontre ainsi l'implication des dessinateurs comme témoins de la vie quotidienne de ces réfugiés. Napoléon à Sainte-Hélène, c'est le thème d'une exposition qui débute aujourd'hui à la Maison Bonaparte à l'occasion du bicentenaire de l'exil sur cette île de l'Atlantique Sud. Le musée ajaccien expose les photographies d'Olivier Roch-Rogerie du Figaro Magazine sur les lieux qui ont vu les derniers jours de l'empereur. Stella Ross et Ludivine Favrel. Sainte-Hélène, petite île perdue au milieu de l'océan Atlantique où Napoléon a passé les 6 dernières années de sa vie. Ce photographe, passionné de personnages hors du commun, retrace le périple de l'empereur à travers une trentaine de clichés. On arrive le matin à l'aube devant Sainte-Hélène et on est un peu effrayé par la tristesse de Sainte-Hélène. Vous remarquerez que la côte ressemble à un cadavre allongé sur le dos, les mains sur le ventre, donc ce n'est pas très gai. On se dit, oui c'est vrai, Sainte-Hélène est un rocher, alors que c'est entièrement faux, c'est une île extraordinaire. La symbolique est saisissante. Sur les murs de la maison natale de Bonaparte trônent à présent les paysages qui ont connu les dernières heures de l'empereur. Son salon, où à l'abri des regards il n'a cessé d'épier les Anglais, ou encore cette sépulture anonyme au milieu de la jungle où sa dépouille a reposé jusqu'en 1840 avant d'être transportée aux Invalides. Pour nous, c'est intéressant à 2 titres. D'une part, parce que c'est la fin de la vie de Napoléon, le moment où il n'a plus aucun espoir, et ce sont les 6 dernières années qui précèdent sa mort, alors qu'ici, à la Maison Bonaparte, on parle des premières années, notamment des 9 premières années de sa vie, où il avait toute sa vie devant lui. Donc les 2 îles, la Corse et Sainte-Hélène, le domaine de Longwood et la Maison Bonaparte, se regardent en miroir. L'exposition Exil et sincérité est à découvrir à la Maison Bonaparte à Ajaccio jusqu'au 28 juin. Il y a 40 ans, tout juste, naissaient la Haute-Corse et la Corse du Sud, 2 départements voués à fusionner dans la collectivité unique à l'horizon 2018. Et le dossier de cette édition, il est signé Marie-Françoise Stéphanie Sana Asnaoui. Le col de Vizavona, il est là. Donc ça correspond aux 2 régions naturelles en Corse, et ça c'est vrai depuis toujours. Déjà au Moyen-Âge, il y avait le Dicois et le Dila, le Deça-Démon et le Delà-Démon. C'est multiséculaire, il n'y a aucune raison de vouloir refuser cette répartition administrative qui satisfait tout le monde. Cet avocat s'était battu pour la création des 2 départements en 1975. Il est bien décidé à repartir en guerre aujourd'hui contre la disparition des conseils départementaux. C'est en cours de discussion au Parlement. Moi, je ne me prononce pas tant que le Parlement n'a pas décidé. Actuellement, le projet du gouvernement, c'est ça. J'espère faire changer d'avis le gouvernement à nouveau. Depuis 1975, la Corse est coupée en 2. Corse du Sud, Haute-Corse. Ce n'est pas la première fois. En 1793, l'île est divisée en 2 départements. Le Liamone au sud, fidèle au gouvernement révolutionnaire. Le Gaule au nord, en pleine insurrection. Mais en 1811, un décret de Napoléon Bonaparte instaure un département unique. Article 1er, les départements du Golo et du Liamone sont réunis en un seul département sous le nom de département de la Corse, dont le chef-lieu sera Ajaccio. Madame Maire et le cardinal Fesch avaient gagné. Qu'est-ce qu'il y a de plus contraire à l'économie que d'obliger des administrés à se rendre d'une région lointaine par 3 heures de route? Début des années 70, le jeune avocat plaide pour la bidépartementalisation. Avec lui, le maire de Bastia, Jean Zuccarelli, et le maire d'Ajaccio. Le président mouvement radicaux de gauche du Conseil général unique est contre. Il y a un point sur lequel la réserve était et reste justifiée, c'est qu'il n'y avait plus, avec la création de 2 départements, ce creuset que représentait l'Assemblée départementale, où se rencontraient à la fois l'élu du Cap-Corse, celui de Bonifacio. À gauche, on est plutôt contre. Je suis député, je suis le seul à voter contre parce que je suis favorable à l'unité de l'île et que je n'ai personnellement aucun intérêt à défendre. D'où mon discours et mes propos auprès du ministre Poniatowski, qui consiste à défendre encore une fois l'unité de l'île. Depuis lors, les choses, bien entendu, ont évolué.
En août 1975, Edmond Siméon y investit une cave à Aléria. C'est le premier retentissement de la revendication autonomiste. C'est aussi les premières années du Conseil régional, auquel personne ne semble s'intéresser. Entre-temps, Pierre Messmer, puis le ministre de l'Intérieur Michel Poniatowski ont dit oui à la bidépartementalisation. Jean-Paul de Rocazère est le premier président du Conseil général de Corse du Sud, François Jacob, celui de Haute-Corse. Le Conseil général de la Haute-Corse a été officiellement mis en place à 15h à la cité administrative à Bastia. Officiellement, le but est de mieux administrer et mieux répartir les moyens. En réalité, il s'agit de donner un territoire à la droite. À l'époque, pour être clair, deux personnalités occupaient l'avant-scène. C'était M. François Jacob et Jean-Paul de Rocazère. La bidépartementalisation conduisait à donner à chacun, ce n'était pas l'objectif, mais c'était quand même une réalité, à donner à chacun une autorité, un pouvoir sur un territoire. Autre objectif, contrer la montée de l'autonomisme. Il faut recontextualiser l'affaire. Déjà, avec le mouvement LARC en 1973, dans Autonomie, nous demandions la disparition des départements. Et l'État a profité du tumulte d'Aléria pour faire d'autres réformes importantes, dont la continuité territoriale et l'histoire de la départementalisation. Beaucoup de gens ont pensé que c'était une excellente chose, compte tenu que Bastia souffrait du centralisme d'Ajaccio. Et puis, tout doucement, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas la panacée pour la question corse. Et c'est comme ça que ça a évolué progressivement pour atteindre, je dirais aujourd'hui, un point d'inflexion considérable. Quelques mois seulement après la bidépartementalisation, le FLNC est créé. La violence clandestine et l'arrivée de la gauche débouchent sur un statut particulier en 1982. L'Assemblée nationale a approuvé en février dernier un projet de réforme visant à fusionner la collectivité territoriale et les deux conseils départementaux. C'est la fin de ce journal. À 19h55, vous retrouverez Frédéric Danesi pour un point sur l'actualité en langue corse. Je vous redonne rendez-vous demain à midi. Excellente soirée.